Bonjour, bonjour, voilà, je sais pas comment on dit petite forme en langage confiné, mais la suite de la Troisième République, donc c'est un grand 2, une Troisième République menacée et fragilisée, contestée. Je propose de regrouper ça en 3 points, de voir 7 exemples. Le premier point, ça va être une contestation politique à travers le général Boulanger et les nationalistes d'une part, les attentats anarchistes d'autre part. Le deuxième point, ça va être les difficultés socio-économiques relatives à l'action d'église, à l'exclusion des femmes et aussi à la grande dépression économique. Et puis le troisième point, j'ai un trou, voilà une fragilisation que j'ai appelée morale et éthique à travers la corruption au Parlement. Et puis bien sûr l'affaire principale qui va agiter la Troisième République, l'affaire Dreyfus. Bien. Alors pour commencer donc une menace politique, j'ai commencé par le boulangisme. Alors le boulangisme, c'est comment on va appeler toute la politique menée par le général Boulanger, en gros, qui va agiter la Troisième République entre 1886 et 1889. Je vous ai mis dans le cours une illustration du journal La Bombe qui en une montre le général Boulanger à l'assaut du Parlement, de l'Assemblée nationale, avec en titre il faut reprendre la Bastille, c'est-à-dire cette volonté d'inscrire cette action du général Boulanger dans la continuité de la révolution de 1789, donc volontiers populaire mais plutôt populiste et démagogique, puisque ce qui anime le boulangisme, c'est un fort courant antiparlementaire, on va appeler ça l'antiparlementarisme, considérant que les députés seraient nécessairement corrompus et qu'il faut installer un pouvoir fort. En gros, Boulanger, c'est un militaire, il va s'inscrire dans la logique de revanche face à l'Allemagne, et il est soutenu donc par les franges les plus nationalistes de la vie politique française, par exemple la Ligue des Patriotes de Déroulède. Et naturellement, c'est les courants politiques anti-républicains qui vont voir une aubaine avec Boulanger, donc qui vont essayer de tirer profit de l'action anti-parlementaire et anti-républicaine de Boulanger, sont les monarchistes notamment, qui pensent que tout ce qui peut fragiliser la République pourrait éventuellement, à court ou moyen terme, permettre de rétablir la monarchie, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas complètement désarmés depuis les lois constitutionnelles et les élections de 1876. Et puis un autre courant qui commençait à se réveiller un peu dans le milieu des années 1870 sont les bonapartistes, qui pensent que Boulanger pourrait prendre aussi l'Élysée et du coup réinstaller un pouvoir fort. Donc on a bien ici une menace des institutions républicaines et des institutions parlementaires. Boulanger finira en 1889 révoqué, exilé en Belgique où il se suicide. La menace politique, elle est aussi de l'autre côté de l'échiquier, notamment dans la gauche extrêmement radicale. En fait, cette gauche radicale, elle a été décapitée à l'issue de la Commune. En général, la radicalité s'appuie sur un petit nombre. Et va se développer en France dans les années 1880, en l'occurrence, un fort mouvement anarchiste importé notamment de Russie, et avec une figure par exemple Ravachol. Et les anarchistes donc vont s'en prendre à cette Troisième République et vont s'installer dans une action violente avec la multiplication d'attentats. Par exemple, une bombe est lancée à l'Assemblée nationale, le président en 1892, le président Sadi Carnot est assassiné en 1894, et donc s'installe un climat comme ça extrêmement violent dans la vie politique française, proposé donc par les anarchistes. Les anarchistes, c'est un courant, c'est une forme de socialisme que l'anarchie, qui s'appuie sur un slogan ni Dieu ni maître, c'est-à-dire l'idée de rejeter toute forme d'autorité, d'où qu'elle vienne, que ce soit de l'État, de l'Église ou de n'importe quelle autre institution. La réponse de la République face à cette vague anarchiste, ça va être de promulguer des lois qui vont réduire les libertés, en l'occurrence la liberté de la presse,
et qui va interdire toute forme d'apologie, de propagande ou de diffusion des idées anarchistes, tandis qu'une répression très forte en direction des cellules et des groupes anarchistes se met en place avec l'exécution des principaux leaders. D'une façon générale, la gauche, dans ce milieu des années 1890, appellera ces lois les lois scélérates, ces lois donc, qui vont réduire la possibilité de diffuser les idées anarchistes. Donc voilà les deux formes d'opposition politique à la République, contestant finalement donc, le régime. Le régime est également confronté à des difficultés socio-économiques, l'exclusion des femmes. La principale figure du féminisme français à la fin du XIXe siècle, c'est Hubertine Auclair, qui donc mène campagne pour obtenir le droit de vote des femmes et la reconnaissance civique, des droits civiques des femmes, qui sont toujours donc exclus du suffrage, comme on avait pu le voir dans Quentin. Le féminisme français est divisé, certains ou certaines plutôt pensent que il est préférable d'obtenir d'abord les droits socio-économiques pour, à partir de là, obtenir les droits politiques. D'autres pensent qu'il faut préalablement obtenir les droits politiques pour ensuite obtenir les droits socio-économiques. Bon. Au Parlement, en 1903, une loi est votée pour finalement rejeter le droit de vote des femmes. Alors les motifs, je cite, parce que c'est une littérature qui m'échappe un peu, je dois dire, mais qui est assez révélatrice donc, de l'époque. La femme serait destinée à la maternité ou à la vie de famille. Voilà les arguments qui sont avancés par l'Assemblée nationale, évidemment masculine. La femme n'aurait pas la maturité d'esprit pour conduire les affaires publiques. La femme serait plus favorable aux idées anti-républicaines, etc. Et sous influence. Voilà, d'une façon générale, les arguments les plus fallacieux qui sont donc utilisés par cette Assemblée nationale pour rejeter le droit de vote des femmes. Enfin, le rôle de l'Église, qui va effectivement avoir une attitude plutôt anti-républicaine, notamment lorsque la République essaie d'installer la laïcité. On va le voir dans le Grand 3 avec les lois scolaires de Ferry, une école publique laïque. Et donc l'Église rejette par exemple les manuels ou certains manuels scolaires de l'école publique. L'Église va même jusqu'à rejeter la possibilité de donner la communion aux enfants qui fréquenteraient les écoles publiques. Donc l'Église se pose comme ça en rempart des progrès laïques de la République. Et elle est soutenue évidemment par le pape, lequel s'appuie sur le concordat de 1801 avec Napoléon, qui à l'époque avait octroyé de nouveaux privilèges à l'Église catholique en France, de sorte d'apaiser le climat post-révolutionnaire, vous vous souvenez. Cette crise avec l'Église, elle rebondit au tout début du XXe siècle, et en 1905, ça se termine par cette grande loi de séparation des églises et de l'État, qui suppose donc de faire à un moment donné un inventaire des biens de l'Église, cette querelle des inventaires, donc d'essayer de mesurer finalement la fortune de l'Église, va véritablement couper la France en deux avec d'immenses manifestations devant les lieux de culte, où les fidèles vont essayer de préserver comme ça ce qu'ils estiment être les biens de l'Église. On en arrive au troisième et dernier point, c'est-à-dire une fragilisation morale, éthique de la République. Dans ce troisième point, j'ai commencé par le scandale de Panama. En fait, le scandale de Panama, c'est une affaire de corruption généralisée à partir des années 1880. Ferdinand de Lesseps, qui avait percé le canal de Suez, est en charge de la construction de celui de Panama. Sa société est en faillite et il faut des fonds. Je passe très rapidement sur les détails. Il faut, pour obtenir des fonds, se tourner vers, en l'occurrence, la population et les épargnants. Pour ça, il faut une nouvelle loi au Parlement. Une centaine de députés va être effectivement corrompus pour faciliter l'écriture de ce genre de loi qui va favoriser donc la compagnie du canal. Au bout du compte, celle-ci fait néanmoins faillite compte tenu de l'utilisation des fonds en l'occurrence.
Et donc c'est un véritable scandale de corruption qui frappe la République. Le scandale éclate à la fin des années 1880, un procès est mis en place, de nombreux députés sont condamnés, mais il est bien évident qu'une telle affaire de corruption va relancer et renforcer tous les sentiments anti-républicains. En gros, la République, c'est le mal, hein, c'est ce que dira l'Action française, c'est-à-dire l'extrême droite de l'époque. Et la République, c'est le mal absolu, c'est la corruption. Les députés ne sont pas au service du peuple. Enfin, c'est des vieilles rengaines anti-parlementaires qui vont ressurgir, évidemment, avec ce type de scandale. L'apogée de cette fragilité morale et éthique, c'est évidemment l'affaire Dreyfus qui éclate en 1894. Bon, je fais court également, mais Dreyfus est capitaine donc, de l'armée française, c'est un officier. Il est accusé d'avoir livré des secrets militaires à l'Allemagne. Donc vous doutez bien qu'au début des années 1890, c'est une espèce de double scandale, le fait d'avoir livré des secrets militaires, mais qui plus est à l'ennemi absolu, l'Allemagne, puisque dans l'esprit de l'état-major, évidemment, on prépare la revanche. Bon, c'est une fausse accusation sur des bases complètement construites, sur la base par exemple d'une reconnaissance d'écriture, mais en fait il s'avère que l'armée va finalement fabriquer des faux pour que la condamnation de Dreyfus soit étayée. Enfin bref, il est condamné par un tribunal militaire, il est condamné au bagne à perpétuité sur l'île du diable, et évidemment il clame son innocence. Bon, on retrouve le coupable, et ça ne change rien parce que l'armée finalement ne peut pas admettre s'être trompée, ce qui en va de son prestige et donc de sa capacité à mener, pourquoi pas, la revanche. Voilà. Donc c'est comme ça que commence cette affaire, d'autant plus que la presse s'en empare, en l'occurrence toute la presse d'extrême droite, je pense au journal de Drummond, La Libre Parole, soutenu par Barès et toute l'extrême droite française, antisémite, qui déclare par exemple que Dreyfus soit coupable, je le tiens de sa race, et il n'y a même pas besoin de faire de procès. En fait, Dreyfus est juif, donc à partir de là, il est nécessairement coupable. La France se coupe comme ça en deux, il y a deux camps qui vont s'opposer, les Dreyfusards, c'est-à-dire ceux qui vont penser et soutenir, et continuer de soutenir que Dreyfus est innocent et qu'il faut donc réparer l'injustice dont il est victime, et les anti-Dreyfusards qui vont privilégier bien sûr le prestige de l'armée et puis surtout donner lieu à toutes les élucubrations antisémites. Chez les anti-Dreyfusards, vous allez retrouver donc toute l'extrême droite, mais vous allez aussi retrouver l'armée, dont je le disais tout à l'heure, qui ne peut pas admettre son erreur, et puis qui a volontiers parfois des tentations traditionnelles, ou qui sont parfois aussi liées à l'antijudaïsme, c'est-à-dire la haine religieuse des juifs, ce qui fait que d'ailleurs, d'une façon générale aussi, l'Église va rejoindre le courant anti-Dreyfusard, et puis bien sûr les antisémites. Alors l'antisémitisme se distingue de l'antijudaïsme parce que là il s'agit d'une haine raciale, hein, c'est-à-dire qu'il y aurait eu un processus de racialisation des juifs, j'y reviendrai. De l'autre côté, les Dreyfusards, c'est-à-dire les partisans à la fois de la révision et puis d'un nouveau procès et puis surtout de la justice, un certain nombre de personnalités politiques, littéraires, mais militaires aussi, commandant Picard, qui découvrent que l'armée a fabriqué des faux, etc. Et au premier rang desquels, Émile Zola, bien sûr, Émile Zola qui en 1898, finalement, rédige le J'accuse, à la une de l'Aurore, et là ça va faire un effet considérable dans le sens où effectivement obtenir la révision du procès. Pour autant Zola lui-même est condamné pour diffamation. Alors il est traité au passage de sale italien, de ce que vous voudrez, etc. Puisque en fait tout ce que compte de xénophobe et de raciste se retrouve dans l'anti-dreyfusisme. Et il faudra attendre 1906 pour que finalement Dreyfus soit réhabilité par un arrêt de la Cour de cassation d'une part,
tandis que Zola, lui, meurt en 1902, asphyxié chez lui, et il obtient en 1908 des funérailles nationales pour rendre hommage à son combat pour la justice et la liberté de Dreyfus. Donc voilà, ça a bien sûr menacé la République au plus haut niveau de ses institutions judiciaires, militaires et politiques. Et c'est la crise majeure qu'a dû traverser la Troisième République, certainement en 1914. Voilà pour aujourd'hui, et on verra dans une troisième et dernière partie les grandes mesures prises par la Troisième République pour surmonter notamment toutes ces crises et s'enraciner dans l'esprit et le cœur des Français. Je vous remercie.